Bienvenue à tous dans Neutrality Studies. Aujourd'hui, nous avons une mise à jour présentée par l'excellent animateur de Daniel Davis Deep Dive. J'ai avec moi le colonel Daniel Davis. Daniel, bienvenue. Toujours un plaisir d'être là, Pascal. Merci de m'avoir invité à nouveau. Merci beaucoup d'être revenu en ligne avec nous. La dernière fois, ça remonte, je crois, à presque 2 ans, quand tu venais tout juste de lancer ta chaîne. Et je suis aussi très heureux d'annoncer que, si vous écoutez ceci dans une autre langue que l'anglais, les podcasts de Daniel sont désormais disponibles en espagnol, en allemand, en français et en portugais. Donc n'hésitez pas à chercher Deep Dive aussi dans d'autres langues. Et maintenant que c'est dit, Daniel, peux-tu nous donner ton analyse de la situation actuelle avec l'Iran? Nous sommes le 17 juillet et la campagne de bombardement semble s'intensifier, des deux côtés d'ailleurs. Oui, vous savez, je vais vous dire, certains disent depuis quelques jours que tout ça n'est plus vraiment une grande guerre autour des armes nucléaires, des programmes et de tout genre de choses. C'est devenu une bataille pour le détroit d'Ormuz. Moi, je pense que même ça, c'est encore trop large. À mon avis, maintenant, c'est juste un affrontement entre les opinions et les émotions des deux camps. Et ça veut dire surtout le président Trump. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Parce qu'au moins, si on se bat pour le détroit d'Ormuz, on a un objectif clair. Mais quand on regarde ce que font les États-Unis en ce moment, il n'y a aucune logique. Ça ne mène à rien. C'est juste, on a des armes, on a des missiles. Tirons-leur dessus. Et je sais pas, frappons quelques bateaux par ici, un pont par là, une tour de contrôle ailleurs. Balançons juste des missiles et continuons à dire, eh bien, jusqu'à ce qu'ils se comportent comme il faut, peu importe. Mais tout ça n'a pas pour but de forcer quoi que ce soit. Personne ne devrait se faire la moindre illusion. En ce moment, le camp iranien ne peut pas être contraint, même avec plus de frappes de missiles, à faire quoi que ce soit qu'on voudrait. On a complètement échoué à le faire quand c'était la guerre totale. Apparemment, 15 000 sorties ont été effectuées pendant les 40 premiers jours. Ça ne les a pas poussés à céder. Ensuite, on a essayé 2 mois de blocus. Ça non plus ne les a pas fait céder. Et puis on s'est dit, bon, faisons le protocole d'accord. Et c'est là que ça devient pervers. Le protocole d'accord jouait en notre faveur. On allait en tirer profit parce que le détroit d'Ormuz, avec les 2 blocus, s'était ouvert, ou du moins était en train de s'ouvrir. Nous, on avait levé notre blocus. Les Iraniens avaient commencé à appliquer le paragraphe 5 du mémorandum d'entente en 14 points, qui disait très clairement que l'Iran, et l'Iran seul, avaient le droit de gérer la manière dont le détroit serait ouvert pendant 60 jours. Le texte précisait qu'ils ne prélèveraient aucun droit pendant ces 60 jours, mais qu'ils décideraient eux-mêmes des conditions de sécurité pour cette ouverture. Et surtout, il y avait ce mot très important, seulement, pour 60 jours seulement, parce qu'à partir du 61e jour, l'Iran annonçait qu'il commencerait à facturer des frais. Et puis, dans le paragraphe, il était aussi écrit que seul l'Iran et le sultanat d'Oman décideraient de la suite, en coordination avec des discussions avec les autres pays du CCG. À aucun moment, ni dans cette phase, ni dans la suivante, ni même au-delà des 60 jours, les États-Unis n'étaient mentionnés. Nous n'avions absolument aucun rôle. Et pourtant, quelques jours plus tard, on a dit « Ah, vous savez quoi, ça ne me plaît pas qu'ils aient le contrôle là-dessus. » Alors même qu'on avait signé ce fichu document qui leur donnait justement ce contrôle. Et donc, on a proposé, et si on mettait en place notre propre corridor sud dans le détroit d'Ormuz, au large des eaux omanaises? Comme ça, c'est nous qui déciderions qui passe, comment et à quelles conditions. Et du côté iranien, ils ont dit « Non, ce n'est pas ce qu'on avait convenu. Ce n'est pas ce qu'on va faire. » Et ils ont commencé à prévenir « Si vous ne respectez pas nos règles, il y aura des conséquences. »
Et c'est intéressant parce que, d'après ce que j'ai compris, il y a eu au moins 2 navires qui sont passés par ce couloir sud. Mais ils l'ont fait avec l'autorisation et la coordination des gardiens de la Révolution, et eux, ils sont passés sans problème. Ceux qui n'ont pas respecté les conditions fixées, ce sont ceux-là qui ont été touchés. Et bien sûr, c'est à ce moment-là que les échanges ont commencé, je dirais autour du 26 ou du 27 juin, quand les premiers incidents ont eu lieu. Ensuite, on a eu un petit moment de répit. Et puis à partir du 7 juillet, ça a quasiment repris sans interruption. Et maintenant, cette dernière nuit, je ne me souviens plus, je n'ai pas vu s'il y en avait eu ce matin à notre heure. Mais on en est à au moins 6 jours consécutifs où les États-Unis frappent l'Iran. Et l'Iran riposte à chaque fois. Et c'est bien ce que je ne cesse de dire, ce que j'avais déjà commencé à dire dès la première frappe. Quel est le but, au juste, ces frappes de missiles? Dans quel but précis? Et je vais vous dire, c'est sans doute un point important à noter ici, ce que le commandement central a affirmé dans son exposé pour expliquer ce qu'ils font. Nous avons expliqué pourquoi nous le faisions, pour ramener les Iraniens à respecter le protocole d'accord et pour qu'ils cessent d'attaquer des pétroliers civils dans la région du Golfe. Et puis, avant-hier, j'ai carrément fait toute une émission là-dessus parce que j'étais furieux. C'était, voyons, je crois qu'il était environ 4h53, heure de Washington, quand on a annoncé qu'on avait frappé un pétrolier civil qui faisait route vers l'île de Karg. Maintenant, si vous regardez une carte, vous voyez que tout navire dans le golfe d'Arabie qui se dirige vers l'île de Karg s'éloigne du détroit d'Ormuz, donc de la ligne de blocus mise en place par les États-Unis dans le golfe d'Oman. Et on a dit qu'on avait envoyé un missile Hellfire dans sa cheminée, parce qu'on lui avait dit de ne pas aller là-bas. Mais ça, c'est pas le blocus. Le blocus, c'est dans l'autre sens. Et là, c'est un pétrolier civil. 5 heures plus tard, on a annoncé une nouvelle série de frappes en disant que c'était parce que l'Iran avait tiré sur des pétroliers civils innocents. Et là, j'ai dit, enfin, voyons dans quel monde tordu on vit. On tire sur un pétrolier civil parce qu'il n'a pas obéi à nos ordres. Et ensuite, on prétend attaquer un autre pays parce qu'il a fait exactement la même chose que nous, en tirant sur un pétrolier civil. Ça n'a tout simplement aucun sens. Et bien sûr, tout le monde le voit, Pascal. Tout le monde le voit. Et je ne parle pas seulement de l'Iran. Je parle aussi des gens dans la région qui veulent que cette guerre se termine. Tout le monde veut que cette guerre se termine. Nos alliés en Europe, la Russie, la Chine, le Sud global, l'Asie, bref, tout le monde. Tout le monde voit ce qui se passe et se demande « mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'Amérique ?» Bon, voilà, c'est mon point de vue. Désolé pour cette petite tirade. Revenons aux choses concrètes. Même si on met de côté la question morale, admettons qu'on n'en ait aucune. Qu'est-ce qu'on cherche à accomplir exactement? Est-ce qu'on pense vraiment qu'en frappant ces cibles, l'Iran va dire « Vous savez quoi, Washington? D'accord, je sais que vous avez assassiné notre dirigeant. » Je sais que tout le monde réclame vengeance pour ça et que beaucoup de gens sont en colère contre nous. La plupart nous en veulent même d'avoir engagé des négociations avec vous. Mais bon, peu importe. Bien sûr, tout ce que vous demandez, on vous le donnerait. Est-ce que quelqu'un pense vraiment que c'est même théoriquement possible? Franchement, à chaque fois qu'on agit de cette façon, surtout avec les contradictions que je viens de mentionner, ça renforce encore plus leur détermination. Ce qui est incroyable parce qu'après avoir assassiné leurs dirigeants et vu cet immense élan populaire, soi-disant 40 millions d'Iraniens, et les photos comme les vidéos rendent ce chiffre tout à fait crédible, ils ne vont rien céder du tout. Et pourtant, on continue. Et ça, c'est déjà assez grave. Si on s'arrêtait là, ce serait une situation terrible. Et qu'est-ce qu'on fait, au juste?
Mais ces 12 dernières heures, les choses se sont encore aggravées, parce qu'on a élargi la liste des cibles et les types d'objectifs qu'on a attaqués. Le président Trump l'avait d'ailleurs laissé entendre à la fin de la semaine. Et apparemment, dans la nuit, il est passé à l'action. Il a frappé un pont, apparemment assez important, dans le sud de l'Iran. Il a aussi visé d'autres infrastructures civiles, des tours de contrôle civils, des choses qui n'ont strictement rien à voir avec le militaire. Et vous savez, je veux juste préciser une chose. Quand les gens entendent pont, ils se disent que c'est une cible militaire légitime. Ça peut l'être, oui, si ce pont a un lien avec l'équilibre militaire, comme par exemple dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Si les Russes disent « Écoutez, on essaye de réduire militairement les capacités ukrainiennes tout le long du front Est, donc on va commencer à frapper les ponts derrière eux, ceux qu'ils utilisent pour faire passer la logistique, l'aide militaire létale, les renforts, l'aide médicale, peu importe, vers le front, on va détruire ces ponts pour les empêcher d'y accéder. » Eh bien ça a une utilité militaire, et c'est une cible militaire légitime. C'est la même chose du côté russe. Si les Ukrainiens frappent des ponts en Russie ou dans les zones contrôlées par la Russie, ce sont aussi des cibles militaires légitimes. En revanche, dans ce cas précis, ce n'est pas une cible militaire légitime, parce qu'il n'y a pas de ligne de front, pas de combat du tout. Ce pont n'avait strictement rien à voir avec le contrôle du détroit d'Ormuz. C'était juste un pont que les gens utilisaient. Je veux dire, c'était simplement à ça qu'il servait. Donc il n'avait aucune utilité militaire. Et du coup, c'est presque inutile de dire que c'était un crime de guerre, parce que plus personne ne s'en soucie vraiment en Amérique. Alors laissons ça de côté pour l'instant. Mais regardons au moins l'aspect militaire. Ça ne nous apporte rien. On n'en tire aucun bénéfice aujourd'hui. L'Iran n'est pas plus faible aujourd'hui qu'hier. En revanche, ils sont beaucoup plus en colère et ils ont fait exactement ce qu'ils avaient promis de faire si le président Trump élargissait la liste des cibles. Ils ont frappé des objectifs. J'ai vu il y a à peine 1 minute que le Koweït est furieux, leur gouvernement, parce qu'ils disent qu'une usine de dessalement a été touchée. Et je crois que c'était aussi une installation de retraitement pour leur industrie pétrolière. Et ils sont vraiment en colère à cause de ça. Franchement, que peuvent-ils faire d'autre? Ils sont obligés de dire ça. Mais je parierais que leur colère est surtout dirigée contre Washington pour avoir fixé cet objectif. Parce qu'ils sont là, au milieu du désert, sans rien pouvoir faire. Notre défense aérienne est clairement inefficace, donc ils sont sans défense. Si l'Amérique frappe des cibles en Iran, ce sont eux les plus faciles à atteindre. Donc eux, comme certains autres pays du Golfe, vont continuer à être visés. La vraie question, c'est jusqu'où va-t-on aller? Et du côté iranien, on dit oui, on va continuer encore longtemps. Voyons voir, je crois que je l'ai encore sous la main, c'était pendant la prière du vendredi aujourd'hui. Mohammad Haj Ali Akbar, qui dirige la prière du vendredi à Téhéran, a déclaré que la première étape de la vengeance de l'Iran n'était pas simplement d'aller assassiner le président Trump, mais de pousser au retrait de l'Amérique de la région, d'effacer le régime sioniste de la carte de l'Asie de l'Ouest et de mettre fin à la position hégémonique des États-Unis dans le monde. Voilà, selon lui, les étapes de ce chemin. Alors, bien sûr, ce n'est pas une position officielle du gouvernement, mais ce sont les prières officielles à Téhéran. On ne peut donc pas imaginer qu'il ait dit ça à la légère. Il semble que ce soit désormais l'idée. Ils disent, en gros, d'accord, vous ne voulez pas de protocole d'accord. Eh bien, nous avons d'autres objectifs. Alors, ils durcissent leur position et ils élargissent leurs objectifs. Si seulement on avait, ça me rend fou, Pascal, si seulement on avait laissé le protocole d'accord suivre son cours, et si on avait simplement dit, d'accord, on va faire ce qu'on a promis, on va tenir parole, on va rouvrir le détroit d'Ormuz,
On va lever notre blocus. Vous allez rouvrir le détroit d'Ormuz. Vous allez tenir parole et le trafic va recommencer à circuler. On en était arrivé à environ un tiers. Peut-être que maintenant, on serait à la moitié ou à 75%. Qui sait? Et oui, on aurait maintenu la levée des sanctions. On aurait libéré les fonds gelés. On va s'occuper de cette autre question, celle des fonds de reconstruction, ou peu importe comment on les appelle. Et une fois que ce sera réglé, on passera à l'autre partie qu'on veut vraiment aborder. Négocier un programme sans armes nucléaires et tout ce qui va avec. Si on avait simplement laissé faire, le prix du pétrole serait probablement encore plus bas que 70 aujourd'hui. Mais au lieu de ça, il remonte et les flux se sont inversés. La raison pour laquelle le pétrole aurait baissé, c'est que le brut, le gaz naturel, les engrais, l'aluminium, le soufre, toutes ces choses dont le monde entier a besoin, et même l'hélium, bien plus important qu'on le pense, tout ça aurait pu revenir, au moins commencer à revenir à la normale. Et tout le monde en aurait profité. Alors, Pascal, parce que nous avons décidé, d'abord, que le président Trump n'a aucune patience. Il ne voulait même pas attendre 60 jours. Il n'a même pas attendu 30 jours. Et maintenant, on a aggravé la situation et lancé cette logique de représailles. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment du donnant-donnant. C'est une escalade, un engrenage qui monte d'un cran à chaque fois. Et on le voit clairement en ce moment. Et ça ne peut rien donner de bon pour notre camp. On a déjà montré qu'on n'a pas la capacité militaire d'imposer la conformité. Tout ce qu'on sait faire, c'est faire exploser des trucs. On peut frapper n'importe quel pont, on peut faire sauter des bâtiments à gauche et à droite. On peut tuer beaucoup de gens, ça ne fait aucun doute. Et l'Iran ne peut pas l'empêcher. Mais ça ne sert à rien pour les États-Unis. Ça ne nous rapproche de rien. Et les cibles qu'on frappe n'ont aucun lien avec le contrôle iranien du détroit d'Ormuz. En face, ils montrent qu'ils vont continuer à nous faire payer chaque jour où on poursuit dans cette direction. Et ils n'aiment pas se prendre des missiles. Ils détestent ça. Ça leur cause des dégâts. Mais eux disent, ce qu'on vous fait va provoquer encore plus de dégâts et des dégâts permanents. Quelque chose dont vous aurez du mal à vous remettre. Et franchement, je ne sais pas où tout ça nous mène, mais ça ne va pas être un endroit agréable. C'est exactement ce que tout le monde se demande en ce moment, Danny. Quelle est la stratégie au juste? Même John Mearsheimer, dans le podcast de Glenn Deason, disait qu'il n'y en a probablement pas, que c'est sans doute juste une réaction, un coup pour un coup, parce que les États-Unis n'ont pas vraiment d'autres réponses à donner pour l'instant. Parce que maintenant, on a l'impression que, enfin, pour moi, la raison pour laquelle Trump a signé le protocole d'accord, c'est que, franchement, ça ressemblait à un document de reddition. Et même à la lecture, on aurait dit ça. Mais s'il l'a signé, c'est parce qu'il était évident que personne n'allait vraiment le respecter. C'est un peu comme, allez, signe-le. Ils vont s'arrêter. Et puis quand on le décide, on les bat à nouveau. Et on recommence encore et encore, jusqu'à ce que ça casse. Voilà. Il suffit de le faire assez souvent. Mais là, ça marche plus. C'est ça la différence aujourd'hui. L'Iran a plus de pouvoir de négociation. Les États-Unis essayaient de faire passer leur propre corridor, tu vois. En gros, c'était, d'accord, on signe le protocole d'accord, on glisse notre propre corridor, on crée des faits sur le terrain. Et une fois que tout est en place, ils n'ont plus ce levier. Et là, on les frappe encore plus fort. Et ça marche pas. Les Indiens vérifient. Ils regardent vraiment si les États-Unis tiennent leurs promesses. Mais dites-moi, vous avez servi dans l'armée. J'imagine qu'il doit y avoir pas mal de gens dans l'armée américaine qui commencent à être très inquiets, non? Parce que j'ai lu aujourd'hui sur Twitter, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas encore vu de confirmation, que l'Iran, pour la première fois,
aurait frappé une base américaine en Syrie et aurait tué des soldats américains. D'ailleurs, je tiens à dire que j'en doute, parce qu'on s'est retiré de Syrie. Et à ma connaissance, il y a plusieurs mois, on a quitté Al-Tanf. Donc je reste sceptique à ce sujet, sauf si on avait encore quelqu'un là-bas sans l'avoir reconnu. Je ne sais pas, mais je suis sceptique. Voilà ce que je dirais à ce stade. D'accord, bon, c'est peut-être une fausse info. Vous savez, en ce moment, tout le monde balance un peu n'importe quelle histoire. Mais quand même, pour l'armée, ce doit être extrêmement frustrant, non? Parce que vous perdez tout ça, au moins du matériel et la confiance de ses alliés. À un moment, quelqu'un dans l'armée doit bien tapoter M. Trump et Hexen sur l'épaule en disant « Les gars, il faudrait peut-être qu'on en parle. » D'accord. Alors je peux vous dire avec une certaine assurance qu'il y avait à cette époque des responsables de haut rang pendant ce qu'on appelait la période du blocus, quand on était surtout en cessez-le-feu, mais avant qu'on arrive au protocole d'accord. Et il y avait toutes sortes de gens, comme le général Jack Keane, le général Kellogg, Wes Clark, Mike Pompeo, puis Lindsey Graham. Tout le monde disait « Retournez-y, terminez le travail, continuez ». Mais les généraux, en coulisses, d'après ce qu'on m'a dit à un très haut niveau, disaient « Ne terminez pas le travail. Vous ne pouvez pas le terminer. Vous pouvez bien renvoyer des missiles, mais ça ne servira à rien. On ne peut pas atteindre l'objectif politique avec la puissance militaire que vous vouliez utiliser. » C'était impossible. Il ne fallait pas le faire. Et apparemment, ce message a fini par passer auprès du président Trump. Alors, il y a une question. Vous soulevez une possibilité très intéressante, celle que le protocole d'accord ait été conçu uniquement pour gagner un peu de temps et rouvrir le détroit pendant un moment. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça, du moins pas de la part du président Trump. Je suis certain qu'il y avait des gens qui voulaient aller dans ce sens. Parce qu'il faut se souvenir que le 17 juin, quand il a signé ce document au palais de Versailles, il a déclaré ensuite, lors d'une conférence de presse, qu'il ne nous restait plus qu'environ 4 semaines de réserve stratégique de pétrole. Et je ne voulais pas être le président Hoover, celui qui aurait vu naître une dépression mondiale, sous ma responsabilité. Je ne voulais pas de ça. Et là, je me suis dit, enfin, il comprend. On en avait pourtant déjà parlé avant. Toi, moi et quelques autres amis, on en avait discuté à Tbilissi quand on évoquait ce sujet. On allait droit vers un Armageddon financier si on continuait sur cette voie, parce que ça ne pouvait pas marcher. Et il l'a dit à voix haute. Alors je me suis dit, d'accord, très bien, il a compris. Mais ensuite, il y a eu, je crois que c'était, oui, j'ai vu l'article dans la presse le 18 juin. Le lendemain, le vice-président Vance a dit « Eh bien, on respectera tout ça tant qu'ils se comportent correctement. On ne leur donnera rien, à moins qu'ils ne fassent ce qu'ils sont censés faire. » Et même là, je me suis dit « En fait, ils ne sont pas censés faire quoi que ce soit. Ils sont censés recevoir. » Parce que pendant toutes les semaines et les mois avant la signature, ils n'arrêtaient pas de dire « Écoutez, puisque vous avez détruit toute confiance, il faut qu'on voit d'abord la levée des sanctions et la libération des fonds gelés. Et si vous montrez un peu de bonne volonté, alors on pourra passer aux étapes suivantes, et ainsi de suite. » Et donc ils ont dit « D'accord, et vous levez votre blocus. » Ces 3 points-là. Il a dit « Ça doit d'abord se faire. » Les sanctions ont été mises en place tout de suite, et le blocus a été levé. Le dégel des fonds, lui, n'a pas eu lieu. Mais l'Iran a quand même décidé, en gros, de dire, bon, 2 sur 3, c'est déjà pas mal. Donc, ils ont continué sur cette voie. Mais ensuite, il y a eu de nouvelles sanctions. Et si je ne me trompe pas, mes dates ne sont peut-être pas exactes, je crois que c'était le 24 ou le 25 juin. Tout à coup, on apprend, d'après les gros titres,
que nous regardons du côté de l'ONU. Et Oman avait mis en place un corridor sud. Ce jour-là, l'Iran a réagi en disant « Il n'y a pas de corridor sud, il n'y a que notre autorisation prévue par le protocole d'accord. Et si vous violez ça, il y aura une attaque dès le lendemain. » Il y a eu quelque chose le 25, puis le 26. Ensuite, les États-Unis ont lancé leur première frappe en réponse là-bas. Et je me dis, d'accord, mais qu'est-ce que c'est que ça? Même pas 2 semaines, non? Oui, un peu moins de 2 semaines, je crois, en tout. Mais le truc, c'est que si l'idée, du point de vue du président Trump, c'était qu'il fallait le faire, sinon on allait avoir un vrai problème économique, alors pourquoi aurait-il autorisé ça? Et s'il ne l'avait pas prévu, si tout ça n'était qu'une mise en scène depuis le début, pourquoi se donner la peine de mettre en place le protocole d'accord? Si, en quelques jours, on prépare déjà autre chose qui va rouvrir la voie à une nouvelle guerre, alors à quoi bon? C'est ça, moi, que je ne comprends pas. Je peux comprendre si tu regardes juste le truc. Enfin, tu essayais simplement de gagner un peu de temps pour sortir un peu de pétrole. Eh bien, regarde, ça a marché pour l'Iran d'ailleurs. Parce qu'apparemment, ils ne s'attendaient pas du tout à ce que ça fonctionne. Du coup, ils avaient déjà plusieurs navires chargés à bloc. Et quand le président Trump se vantait, comme tout le monde s'en souvient, que 19 millions de barils de pétrole étaient sortis ce jour-là. À l'époque, tu sais, le plus gros volume en une seule journée, même avant la guerre. Eh bien, c'est parce que les Iraniens avaient leur pétrole prêt à filer vers la sortie. Ils ont réussi à en expédier pas mal et à vendre pour des milliards de dollars, en pensant que tout allait être bloqué ensuite. Donc, ils ont eu une grosse rentrée d'argent. Nous, on n'était pas prêts. Et franchement, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais certains sont sortis, tu vois, du côté du CCG, ou peu importe, mais ils n'étaient pas prêts pour ça. Et maintenant, on se retrouve à nouveau fermé. Donc au final, on n'a rien gagné dans cette histoire. Et aujourd'hui, on est dans une situation encore pire. Pascal, c'est pire que de ne pas avoir fait le protocole d'accord. Si, le 15 ou le 16 juin, on avait simplement dit « c'est absurde, on ne va pas le respecter de toute façon, retournons à la guerre », eh bien, ça aurait été moins dommageable que ce qu'on fait maintenant. Parce que si le camp iranien avait dit, avant tout ça, « je ne ferai pas confiance aux États-Unis à cause de ce qui s'est passé en 2025 et du début de cette guerre, à moins d'obtenir ces garanties dès le départ », eh bien, on n'en serait pas là. Bon, alors voilà, on l'a fait, on en a réalisé 2 sur 3 et on n'a pratiquement rien fait d'autre là-dedans. Et puis le paragraphe numéro 5, tu sais, on l'a violé tout de suite. Le paragraphe numéro 1, lui, n'est toujours pas appliqué. Israël est encore au Liban, donc ce n'est pas terminé. Maintenant, l'Iran dit qu'il n'y a aucune base pour une quelconque négociation. Alors, quand le président Trump continue de mentir à tout le monde en disant qu'il supplie pour un accord, bien sûr que non, il ne supplie pas pour un accord. Il faudrait être les plus grands idiots de la planète pour seulement envisager un accord, encore moins pour en supplier un. Et ils ne vont pas le faire. Alors, où en est-on maintenant et quel est l'objectif? Et franchement, je n'en vois pas, à moins, et je dois le dire, qu'on prenne les choses sur la base des faits, parce qu'il n'y a aucune preuve qu'il existe un plan pour mettre fin à la guerre, pour la conclure, pour résoudre ces problèmes économiques. Donc il faut se demander, qu'est-ce qui a du sens compte tenu des éléments dont on dispose? Et on en vient à se demander si c'est le président Trump lui-même ou d'autres dans les hautes sphères de notre gouvernement qui veulent simplement que la guerre continue, qu'elle aille jusqu'à une sorte d'Armageddon, pour des raisons que franchement je ne parviens pas à comprendre. Mais on ne peut pas écarter cette possibilité. Que certains fassent ça volontairement,
justement parce qu'ils savent que l'Iran refusera et qu'ils cherchent à faire monter la tension, sachant très bien que l'Iran ripostera. Et puis à un moment, si les frappes deviennent plus graves, plus massives, on pourra dire « Ah, maintenant on n'a plus le choix, il faut retourner à la guerre totale ». D'accord, peut-être que c'est ce qu'ils veulent. Mais désolé Pascal, il y a encore un autre problème avec ça. Qu'est-ce qui, selon toi, va changer? Peu importe qui sont ces gens, par rapport aux 40 premiers jours où on a échoué malgré tous nos moyens. À moins que tu veuilles aller jusqu'à une escalade nucléaire. Et là, ce serait catastrophique. Parce que la plupart de ces installations sont conçues pour résister à des explosions nucléaires. Donc même là, tu ne les atteindras pas. On va tuer des millions de personnes dans le processus. Mais à ce moment-là, on deviendra un paria sur la scène internationale. Et je pense que ce serait peut-être aller trop loin, même pour nos alliés, dans toutes sortes de régions du monde. Et puis, qui sait ce que ferait la Russie et la Chine? Qui sait ce que ferait le Pakistan d'ailleurs? Le Pakistan doté de l'arme nucléaire ou l'Inde? Parce que ce n'est certainement pas quelque chose qu'ils veulent voir à leur porte. Donc, peu importe la direction dans laquelle on regarde, c'est un désastre qui pourrait tourner à la catastrophe. Et je ne vois aucun chemin, aucune sortie, aucune intention d'aller vers un port sûr. Je ne la vois pas et ça m'inquiète vraiment. Non, vous avez tout à fait raison. Je veux dire, malheureusement, on sait qu'il y a certains sionistes chrétiens un peu fanatiques qui veulent en arriver à l'Armageddon. On le sait, malheureusement. Mais nous tous, on doit espérer que les Netanyahou de ce monde n'ont pas vraiment le doigt sur le bouton nucléaire et qu'il y a, au sein de leur administration, suffisamment de contrepoids pour les empêcher d'aller jusque-là. Mais, excusez-moi, si je peux juste ajouter quelque chose à ce stade. N'est-ce pas quand même un peu ironique, voire carrément pervers, qu'on ait passé des années à mettre en garde contre cette idée du 12e imam dans l'islam radical, censé vouloir précipiter l'Armageddon, et qu'au final, ce soit peut-être nous qui nourrissions ce genre de fantasme. Et d'ailleurs, je le dis en tant que disciple de Jésus-Christ, je trouve ça répréhensible que qui que ce soit tienne de tels propos, parce que ce n'est pas ce qu'enseigne l'Écriture. Et surtout, c'est entre les mains de Dieu, et de Dieu seul. L'idée que des hommes, ou un groupe d'hommes, pensent pouvoir aider Dieu en provoquant tout ça, tout ce qu'ils feront, c'est attirer le désastre sur eux-mêmes. Parce que ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Ce n'est même pas ce que nos propres Écritures enseignent. C'est une perversion d'un niveau extrême. Et en tant que chrétien, j'en suis profondément gêné et honteux. Voilà, je voulais simplement le dire. Beaucoup de gens pensent comme vous. Je reçois les messages d'une fondation qui essaie justement de surveiller l'armée américaine, toutes ses branches, pour s'assurer qu'elle reste non religieuse, vous voyez? Parce que même pour les militaires aux États-Unis, ce n'est pas acceptable de leur imposer un système de croyance particulier, n'est-ce pas? Donc en principe, les différentes branches de l'armée américaine doivent être neutres sur le plan religieux. Mais on sait bien que eh bien, pas notre constitution, mais nos lois. Mais on sait qu'il y a des gens comme Hicks et d'autres encore, pas mal d'ailleurs. Et bien sûr, c'est lui le secrétaire à la guerre, non? C'est le grand patron dans toute cette affaire. Mais si on suppose que ce n'est pas ce groupe-là, au final, qui va vraiment décider, mais plutôt une sorte de mélange, on peut au moins imaginer une chose, c'est que les États-Unis avaient besoin à ce moment-là d'un peu de temps pour, littéralement, se réapprovisionner. Il n'y avait pas assez de matériel dans la région. Et maintenant, il y en a de nouveau, pour 1 ou 2 semaines peut-être. Alors pourquoi ne pas recommencer, encore et encore? Peut-être que ça finit par céder à la 5e, la 6e ou la 7e tentative. Qu'est-ce que vous en pensez?
D'accord, j'ai entendu ça et je me suis dit, alors là, ces gens sont encore plus fous que je ne le pensais. Vous plaisantez? Vous avez vu ces schémas de leurs villes de missiles et de leurs installations souterraines? Il y en a des dizaines, éparpillées dans tout le pays. Un pays aussi grand qu'une bonne partie de l'Europe de l'Ouest, creusé sous des montagnes de granit. On a essayé, dans certains cas, je crois que c'était la montagne de Yazd, on a tenté plusieurs fois. Tout ce qu'on a réussi à faire, c'est faire sauter quelques rochers au sommet. Rien n'a bougé en dessous. Et c'était pareil pour la plupart de ces sites. Les seules fois où on a réussi à en endommager certains, c'est quand on a frappé les rampes de sortie, les couloirs d'évacuation ou les silos, et encore, tout ça pouvait être réparé. Et pour la plupart, ça l'a été. Alors pourquoi voudriez-vous engager, quand on a déjà utilisé, selon de nombreuses sources publiques, entre 45 et 50% de nos principaux systèmes de missiles offensifs et défensifs, dans une tentative vaine pendant les 40 premiers jours de combat? Sur quelle logique quelqu'un qui a le contrôle de leur utilisation et qui a sous les yeux le tableau confidentiel indiquant combien il nous en reste et combien de temps il faut pour les remplacer, pourrait-il s'appuyer? Et le Wall Street Journal, je crois que c'était eux, a rapporté il y a quelques jours qu'il faudrait environ 3 ans une fois que tout sera terminé. Et je pense que ça inclut à la fois la guerre entre la Russie et l'Ukraine et celle-ci. Pour revenir au niveau où nous étions au départ, 3 ans. Mais on n'a pas arrêté. Tu veux dire, en parlant de matériel, comme du matériel militaire. En ce qui concerne nos stocks de missiles, combien nous en avons? Quelle logique peut bien avoir quelqu'un parmi ceux qui ont accès à ce tableau et aux moyens de production pour dire « essayons encore, envoyons-en plus là-bas pour échouer de la même façon ». Avec les mêmes missiles, sur les mêmes cibles, tu n'auras pas un résultat différent. Mais ce que tu vas faire, Pascal, c'est réduire encore davantage tes stocks. Et il y a un moment où tu vas devoir te dire, on risque tout simplement de manquer de certains de ces Tomahawk ou de ces JASSM, surtout les 2 plus grandes catégories de missiles de frappe à longue portée dont nous disposons. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui se passe si, Dieu nous en garde, il arrive quelque chose entre l'OTAN et la Russie et qu'on se retrouve entraîné dans une guerre là-bas? On n'a rien, ni offensif, ni défensif. Et évidemment, la Chine, la mer de Chine méridionale, Taïwan, on peut tout mettre dans le même panier. On n'a rien. Et pourtant, on a cette grande armée, ces incroyables groupes aéronavals, tous ces destroyers, ces avions, les F-22, les F-16, les F-35, tout ça, tous ces chars. À quoi ça sert, tout ça, si on n'a même pas de munitions pour tirer? C'est ça qui met en danger avec ce qu'ils font aujourd'hui. Mais c'est pas justement le schéma qu'on voit aujourd'hui. C'est pas exactement ce qui se passe. Vous savez, les États-Unis, et toute la machine de guerre avec eux, tout ce qui concerne leur manière d'aborder la guerre depuis plus de 250 ans, eh bien, ils n'ont plus d'idées. Ils ne savent plus quoi faire. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils continuent à répéter la même chose, encore et encore, jusqu'à épuiser leurs munitions. Et au final, ce ne sera pas l'empereur qui sera nu, ce seront les soldats, les simples soldats qui seront nus. Et ce sera la fin. Mais pour moi, c'est clair, ils n'ont plus d'idées. Sinon, comment expliquer ça? Alors, dire qu'on est à court d'idées, ça voudrait dire qu'on en avait et qu'on n'en a plus. Non, c'est pas ça. On n'en a pas du tout. Ce qu'on a, c'est juste une application aveugle du pouvoir. Depuis 1992, depuis la chute de l'Union soviétique, on s'est bercé d'illusions. On s'est dit qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait, qu'il suffisait d'envoyer quelques missiles par-ci, par-là, et que tout le monde allait se soumettre. Et pendant des décennies, ça a marché. C'était toujours immoral, mais ça marchait. La force faisait la loi.
Donc quoi qu'on fasse, ça fonctionnait. Et chaque fois que quelqu'un refusait d'obéir, on balançait quelques missiles dans leur cheminée d'usine et ils rentraient dans le rang. Personne ne voulait faire la guerre aux États-Unis, alors ils obéissaient. Et on a pris l'habitude de penser comme ça. C'est comme ça que ça marchait. On disait aux gens quoi faire, ils le faisaient. Ou bien on envoyait des missiles, et là ils le faisaient. C'est comme ça que ça marchait. Mais en réalité, non, ça ne marche plus. C'est bien ça. On a déjà vu ça en Afghanistan, non? 20 ans pour remplacer les talibans par... Les talibans, c'est ça? 20 ans. Mais c'est toujours le même schéma. On répète encore et encore, jusqu'à ce qu'on se lasse. Et puis voilà. Sauf que cette fois, on dirait qu'on ne peut plus se lasser, non? On est engagé. Et les autres, maintenant, s'engagent aussi. Ils ne lâchent plus. C'est ça la différence. Oui, c'est ça la différence. Tu vois, même dans ton exemple, là, avec les deux, on aurait pu ajouter la guerre d'Irak de 2003 et celle d'Afghanistan. On pourrait continuer comme ça jusqu'à s'en lasser. Mais est-ce que ça a coûté quelque chose à quelqu'un ici chez nous? Est-ce que quelqu'un a seulement remarqué? Pour la plupart des gens, c'était juste du bruit de fond. Et puis remplacer les talibans par les talibans. Franchement, les talibans ne représentaient aucune menace pour nous avant. Et ils n'en représentent toujours pas depuis. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On va juste ignorer tout ça et passer à autre chose. On peut revenir par exemple à la Libye ou à Kadhafi ou à Bachar el-Assad en Syrie. Avant, ça marchait avec eux. Donc oui, on va revenir à ça. Ah, et puis regardez, le Venezuela, c'est fantastique. Bon, maintenant, les choses reviennent à la normale. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Je vais ajouter ceci aussi, juste pour bien souligner à quel point c'est inefficace et stupide. Et je pourrais employer des mots bien pires, mais on va s'en tenir à cela pour l'instant. Ce que nous faisons, ce que nos dirigeants, militaires comme politiques, sont en train de faire. On parle d'essayer quelque chose, de voir que ça ne marche pas. Et maintenant, on envisage de refaire exactement la même chose, avec les mêmes cibles, les mêmes munitions, en pensant que le résultat sera différent. Les Russes ont essayé ça quand ils ont envahi l'Ukraine en 2022. Et je pense que les preuves sont maintenant absolument claires. Ils ont envahi sur plusieurs axes, avec l'intention de prouver que l'Ukraine ne pouvait pas gagner la guerre pour forcer un règlement négocié. Et ça a presque marché. Il y a eu bien sûr les discussions d'Istanbul en avril 2022 et on sait tous ce qui s'est passé ensuite. Eh bien maintenant, les Russes se disent « mince, ça n'a pas fonctionné ». Ils avaient quoi, 150 à 200 000 soldats au total dans tout le pays, alors que l'Ukraine en comptait environ 800 000 et qu'elle mobilisait davantage chaque jour. Donc clairement, ils ne pouvaient pas gagner une guerre dans ces conditions. Au lieu de simplement refaire la même chose en espérant que ça marche mieux, ils se sont retranchés. Ils ont commencé à construire des réseaux défensifs et à renforcer leur capacité industrielle. Ils ont commencé à mobiliser plus de monde. Puis ils ont intensifié le recrutement et ils ont passé une année entière à jouer uniquement en défense, à encaisser tout ce que l'Occident et l'Ukraine leur envoyaient en 2023. Et ensuite, une fois qu'ils ont atteint un certain niveau, ils ont changé de stratégie. Maintenant qu'ils avaient les moyens et un plan. C'est exactement ce qui nous manque, à nous. Personne ne fait le moindre calcul. Personne ne se dit « essayons quelque chose de différent » ou « ayons un peu de patience stratégique ». Les Russes ont mis quoi, 1 an et demi en tout, avant de vraiment passer à l'offensive. Nous, on ne veut même pas attendre 3 semaines. Franchement, qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Désolé si je m'énerve un peu à ce sujet. Non, je serais vraiment furieux si c'était mon pays qui agissait comme ça. Parce qu'en plus d'être brutal, c'est aussi stupide. Et ça, c'est peut-être encore plus insultant, non?
surtout pour les professionnels qui réfléchissent vraiment à la défense du pays. Et puis on finit par se rendre compte que tout ça n'a rien à voir avec la défense, pas vrai? Mais vous savez, on assiste à quelque chose de tout à fait nouveau. Je le pense sincèrement. Pas seulement pour les États-Unis, mais pour tout l'Occident, qui a tellement l'habitude, au fond, d'obtenir ce qu'il veut. Et maintenant, ce n'est même plus le cas. On ne peut plus y échapper. Et on le voit aussi chez les Européens. Ils en sont maintenant à préparer le 21e paquet de sanctions. 21. 21. Et ce n'est pas justement ça, cette idée, cette folie de répéter la même chose encore et encore. On le voit aussi maintenant aux États-Unis. Le système s'épuise. Il tourne à vide, en roue libre, et il ne s'en rend même pas compte. Mais selon vous, qu'est-ce qu'il faudra à l'intérieur même des États-Unis pour que cette discussion commence vraiment au niveau national? Parce qu'à mes yeux, les chaînes de télé, les grands médias, sont encore très loin d'en être là. Non, je pense que maintenant, vous avez évoqué la situation en Afghanistan, après 20 ans d'un échec stratégique profond. Je veux dire, vous dites qu'on s'est lassé, mais au fond, au moins le président Biden l'a reconnu. En réalité, c'est Trump qui a commencé. Il a essayé de nous faire sortir avant, et il a posé les bases avec cet accord de 2020, qui devait nous faire partir le 31 mai 2021. Ils ont fini par admettre que ça ne menait nulle part, et on est finalement sortis. C'était moche, c'était idiot la façon dont on l'a fait, mais on l'a fait. On est enfin sortis. Et il n'y a pas eu de coup pour nous. D'ailleurs, on a vu il y a quelques semaines à peine le général, il était alors général 2 étoiles, qui a supervisé le retrait, celui qu'on voit sur cette photo célèbre, un peu arrogante, prise sous cette lumière verte, avec un dispositif de vision nocturne, au moment où il était le dernier soldat à quitter le tarmac avant notre départ, ou quelque chose comme ça. Au lieu de dire, bon, voilà, c'est le type qui a supervisé la dernière phase du désastre en Afghanistan, donc il va partir à la retraite dans la honte. Non, lui, il est promu. Je crois qu'il a fini avec 3 ou 4 étoiles. Et il y a quelques jours à peine, il a été renvoyé, ce qui a mis pas mal de gens en colère, ou du moins agacés. Mais ça montre bien que même quand on a dirigé un échec, on est promu. Rien ne change. Même si c'était un désastre, rien ne change. Je me souviens, quand je travaillais sur le programme Future Combat Systems, ce projet futuriste qu'on essayait de lancer dans les années 2000, j'ai vu un général, 1 étoile à l'époque, complètement incompétent. J'ai rédigé des notes internes, je lui ai dit, ça va pas marcher. Si on déploie vraiment ce matériel, on sera moins performant à l'avenir. Le programme a fini par échouer, pour toutes les raisons que j'ai expliquées publiquement dans l'Armed Forces Journal. Ce type, non seulement il n'est pas viré après que le secrétaire à la Défense a mis fin au programme, mais en plus, il finit par être promu 3 étoiles et devient commandant de corps d'armée. Ça veut dire que rien ne changera tant qu'on n'aura pas été vaincu sur le champ de bataille, tant que tout ça ne se sera pas effondré. Et tant qu'on n'aura pas subi une défaite, personne ne pourra se cacher. On ne peut pas juste se lasser et passer à autre chose. Pas cette fois. On va perdre. Rien d'autre n'arrêtera ce processus. Je prie simplement pour que ça se produise à un coût relativement faible. Parce que si ça s'accélère, et ce n'est pas impossible, même ici au Moyen-Orient, ça pourrait aller jusqu'à l'arme nucléaire, ou dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, que Trump disait vouloir arrêter, mais où il a finalement choisi un camp. Et nous, on est du côté de l'Ukraine. Ça pourrait aussi s'étendre de façon conventionnelle à l'Europe. Et là, on a les possibilités liées à l'article 5, ce qui veut dire qu'il y a un risque d'armes nucléaires. Ce serait une destruction catastrophique, pas juste une défaite militaire. Je prie, ironiquement, avec un certain espoir, pour qu'il n'y ait qu'une défaite militaire, une défaite qui nous réveille à temps pour changer de cap. Parce que sinon, si on va trop loin,
trop vite. Et si on est trop impatient, on pourrait provoquer, peut-être pas un Armageddon nucléaire. J'espère vraiment que quelqu'un mettrait un frein avant qu'on détruise tout le monde. Mais, franchement, si une seule arme nucléaire est utilisée quelque part, le monde tel qu'on le connaît ne sera plus jamais le même. Vous savez, c'est assez étrange, mais je dois dire que je pense que l'un des plus grands atouts des États-Unis, c'est qu'ils ont des ennemis rationnels. Je crois que la Russie et l'Iran savent très bien qu'il y a une chose à ne jamais faire, menacer le territoire américain. L'Iran, par exemple, ne cherche pas à fabriquer de missiles balistiques intercontinentaux. Il pourrait le faire, des missiles conventionnels, oui, mais il ne le fait pas. Et jamais, vraiment jamais, je n'ai entendu les Russes parler d'attaquer le territoire continental des États-Unis. Ils parlent d'attaquer l'Europe pour rétablir la dissuasion. Mais ça, d'une certaine façon, c'est logique. Donc il reste encore un peu de rationalité de l'autre côté. La vraie question, c'est de savoir si, à un moment donné, les États-Unis accepteront d'entrer dans cette logique et de dire « Très bien, faisons un accord global ». Imaginez si la Russie, ou si l'Iran, se comportaient comme les États-Unis le font aujourd'hui. On serait en plein Armageddon. Oui, on le ferait. Donc ça rajoute juste une couche de honte de plus sur nos têtes. En ce moment, ce sont seulement les positions raisonnables de nos adversaires qui empêchent que tout explose, parce que rien de ce qu'on fait n'a le moindre sens. Oui, mais tu sais, ce n'est même pas quelque chose dont toi ou d'autres êtes responsables. C'est le système qui fonctionne comme ça. Je veux dire, Donald Trump avait tous les bons arguments quand il se présentait à la présidence. Et je n'oublierai jamais son discours d'investiture, quand il a dit que cette administration ne serait pas seulement reconnue pour les guerres qu'elle aurait terminées, mais aussi pour celles qu'elle n'aurait jamais commencées. Et ça, c'était enthousiasmant, exactement ce qu'il fallait dire. Et puis, peu importe ce qui s'est passé, tout a basculé. Et on attend toujours la fin des premières 24 heures pour qu'ils mettent fin à la guerre en Ukraine, non? C'est comme une journée sans fin, quoi. Longue journée. C'est une longue journée. Je suis presque sûr que son deuxième mandat sera retenu comme la plus longue journée. Mais quelque chose finit par tout changer, non? Le système finit par tout retourner. Alors, encore une question. Et McGregor, le colonel McGregor, répète sans cesse que la seule chose qui mettra fin à tout ça, c'est une forme de révolution interne. Mais en même temps, il n'y a rien à l'horizon, n'est-ce pas? Eh bien, si on parle des États-Unis, il y a quelque chose à l'horizon, quelque chose que le président Trump a montré hier soir et qui m'a vraiment inquiété. Il semble maintenant préparer le terrain pour dire que l'élection de novembre pourrait être frauduleuse, en affirmant que tout le système électoral était truqué en 2020. Et cette fois, ce seraient les Chinois. Oui, maintenant, ce sont les Chinois. Parfois, c'est Antifa. En fait, ils choisissent un coupable au hasard. Ah, et les communistes aussi. Je croyais que ça avait disparu avec le sénateur McCarthy dans les années 50. Apparemment, ça revient à la mode. Il s'accroche à n'importe quoi. Il dit tout ce qu'il peut pour miner la confiance dans le système, afin que, quel que soit le résultat, les gens ne croient plus aux élections. Donc, s'il va se prendre une raclée à la Maison-Blanche, au Congrès et peut-être même au Sénat, enfin, c'est ce qui arrive presque à chaque fois dans des situations similaires, quand un seul parti contrôle la Chambre, le Sénat et la Maison-Blanche. C'est normal, ça arrive tout le temps. Et dans les conditions actuelles, surtout économiques, ça va être une vraie défaite, même sans parler de la question de la guerre. Mais là, il est en train de préparer le terrain pour dire que s'ils perdent, ce sera frauduleux. Et est-ce qu'il acceptera seulement le résultat si le Congrès passe sous contrôle démocrate, ce qui est presque certain? En fait, je dirais même que c'est certain, politiquement certain. Et maintenant, il est en train de saper tout ça.
Et bien sûr, c'est une musique agréable aux oreilles de beaucoup de gens à droite, parce qu'ils ont été complètement fascinés encore et encore par cette idée qu'il aurait été volé. Il n'a jamais reconnu avoir réellement perdu l'élection de 2020, même s'il y a eu, je ne sais plus combien, peut-être 10 000 recours en justice, enfin beaucoup. Et les enquêtes internes du ministère de la Justice, du FBI, de la Sécurité intérieure, tous ceux qui ont examiné la question ont conclu qu'il y avait bien quelques irrégularités mineures ici ou là, mais que les élections étaient valides. Elles étaient justes, le système a fonctionné. Il nous a protégés, mais lui, il le remet en cause chaque jour. Alors, il faut se demander, qu'est-ce qui va se passer plus tard cette année, quand l'élection se déroulera probablement comme on s'y attend? Qu'est-ce qu'il fera à ce moment-là? C'est quelque chose qui m'inquiète. Je veux dire, ils sont en train de préparer le terrain avec leur rhétorique, non? Avec ce truc-là, le soi-disant terrorisme d'extrême gauche, une nouvelle raison pour renforcer le contrôle à l'intérieur du pays. Franchement, on a l'impression que ça monte petit à petit et que dans quelques mois, tout ça pourrait vraiment exploser. On sent bien que la tension grimpe à l'intérieur. Oui, c'est vrai. En fait, j'ai publié 2 messages sur X hier soir et j'ai été vraiment alarmé parce qu'ils s'enfoncent encore plus. Et ça va de pair avec cette façon de saper la question de l'intégrité électorale en disant qu'ils s'attaquent au terrorisme d'extrême gauche. Pas au terrorisme en général, non, au terrorisme d'extrême gauche. Sous les administrations Biden et Obama, ils ont fait quelque chose contre quoi je m'étais déjà élevé à l'époque. Ils parlaient de terrorisme d'extrême droite et tout ce genre de choses. Et je disais déjà à ce moment-là la même chose que je dis maintenant, c'est du terrorisme. Point. Personne ne fait du terrorisme. C'est illégal. C'est mauvais. C'est une erreur pour notre pays. Il faut corriger ça. Il faut arrêter ça. Il faut l'empêcher. Peu importe comment. Mais on ne peut pas simplement ignorer la moitié du problème et s'en prendre seulement à celle qu'on n'aime pas. Parce que ça ouvre la porte à ce que le président et son administration décident qui est d'extrême gauche et qui est simplement de gauche. Et j'ai peur que ça veuille dire que dès qu'une personne qu'on n'aime pas gagne une élection, eh bien, on la traite de radicale. Et donc, avec cette nouvelle loi, on se sent obligé de faire quelque chose contre elle. En fait, on est en train de poser les bases juridiques pour contrôler les gens d'un parti politique selon la définition qu'en donne l'autre parti, celui qui est au pouvoir à la Maison-Blanche en ce moment. Et ça, c'est une situation incroyablement dangereuse pour notre pays. C'est vraiment très dangereux. Alors, Danny, je t'avais promis 45 minutes et on arrive à la fin. Je veux simplement te remercier sincèrement. On devra sans doute en reparler parce que cette histoire est loin d'être terminée, d'un côté comme de l'autre. Je rappelle à tout le monde que Danny Davis Deep Dive existe maintenant en... Où est-ce que je l'ai mis? Voilà ici. Il existe en français, en espagnol et en portugais. Donc, si vous écoutez ceci dans l'une de ces langues, allez voir de ce côté-là. Et si vous écoutez en anglais et que vous voulez juste être sympa, ne le faites pas, parce que s'abonner à une chaîne sans jamais l'écouter, en fait, ça lui fait du tort. Oui, ça nuit à la chaîne. Cliquez seulement si vous comptez vraiment l'utiliser. Mais je sais que Danny apprécie quand même l'intention, n'est-ce pas? Oui, absolument. Merci de l'avoir mentionné, j'apprécie beaucoup. Et merci aussi d'avoir rendu ce service possible. C'est formidable, vraiment. Nous vous en sommes très reconnaissants. Je suis vraiment heureux de pouvoir aider à faire entendre toute voix sensée, toute voix de paix. Alors, Danny Davis, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. À la prochaine.